Ok, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo en fait. Et il sera question ici de voir comment partir d'un problème formulé pour proposer un module qui sera utilisé pour résoudre le problème posé en fait. Ici, nous allons commencer par voir d'abord, disons un petit retour par le langage qu'on va utiliser principalement, nous allons travailler sur la forme MATLAB que vous connaissez tous. Je choisis MATLAB parce que c'est le langage qui est familier à tout le monde et on ne va pas commencer à faire une vidéo par exemple sur la programmation en C. Pourtant, il y a beaucoup qui n'ont peut-être pas travaillé avec le C. Donc, on va faire une vidéo sur la plateforme MATLAB. Et par la suite, celui qui voudra retraduire ses codes en C ou en Python ou en Java, peu importe, il pourra le faire puisque nous allons essayer de travailler sur des structures de code que nous connaissons déjà et le reste, disons que ceux qui voudront traduire, traduiront. Alors, ce qu'on va faire dans un début, c'est que, ma foi, j'ai un petit programme qui avait déjà été réalisé et je vais l'utiliser pour vous présenter un peu la démarche. Il s'agit en fait de concevoir, il s'agit en fait de concevoir, c'est que je retrouve d'abord pour mon question. Il s'agit de concevoir euh, une application type interface. Ok, je pense que c'est celui-ci. Application type interface, ça veut dire, par exemple, si j'exécute ce code, ça c'est le code principal. Regardez, c'est la fonction main. Je vais essayer de fermer toutes les autres fonctions qui étaient ouvertes. Disons, des travaux anciens que j'avais réalisés. Très souvent, j'utilise MATLAB pour faire des essais parce que c'est plus facile d'essayer de faire un test sur le fonctionnement d'un code source sur MATLAB avant de le traduire en C ou en C++ ou en Java. Donc c'est une pratique qui marche parce que sur MATLAB c'est un calcul qui sont rapides. Donc du coup lorsque je veux juste tester le code, tu peux venir ici et taper, tester puis c'est plus rapide. Ok, je disais que il s'agit de travailler sur une application type interface graphique. Si j'exécute cette fonction, si la fonction main, il va apparaître, voilà, une application type interface. Ok, il y a un problème, c'est que l'interface sort un peu très haut. Je vais modifier une propriété pour qu'on puisse bien voir l'interface. Déjà, vous voyez, c'est une pratique que vous devez garder. Lorsque je vais modifier cette propriété, je vais venir changer cette valeur-ci. C'est la valeur correspondant à la coordonnée Y du point d'affichage de l'interface. Je vais réduire ça à 300 pour que la fenêtre descende un peu plus bas. Et exécuter. Voilà, la fenêtre a descendu. Alors l'interface, c'est juste cette fenêtre-ci. Et sur cette fenêtre, on peut entrer des valeurs et puis on peut exécuter une opération et l'application doit afficher l'état. Par exemple, ici, je dois faire une opération 3 fois 1 et je dois entrer le résultat ici. Si j'entre 3, l'application affiche un état pour dire que l'opération s'est bien effectuée. Et si au lieu de 6, ici je mets plutôt 4, l'application va dire que l'opération ne s'est pas bien effectuée. Alors c'est ça qui sera question ici. On va monter une application sous cette forme de type interface qui va prendre en entrée des données et puis faire un travail. Ok. Pour, pour un début, pour que ce soit un peu léger au niveau du codage, nous allons prendre l'exercice 4 de la fiche de TD. Cet exercice qui consistait à étudier la décroissance exponentielle de la teneur en un élément qui est considéré comme élément polluant d'un site. Et nous allons voir comment proposer un module qui évalue le temps, le temps de décontamination. Après combien de temps est-ce que
le site sera considéré comme étant décontaminé. Vous vous souvenez, on a dit pendant la correction de l'exercice que après avoir estimé les paramètres du modèle en question, il va falloir utiliser une méthode de Newton-Raphson pour approcher une solution au problème. Donc c'est une façon de combiner un peu deux aspects. C'est parce que lorsqu'on veut concevoir un module, vous allez être confronté très souvent à des problèmes similaires, des problèmes qui vont vous demander plusieurs notions. Vous allez devoir faire appel à plusieurs notions, pas seulement une notion de théorie inverse, mais aussi d'autres notions, par exemple de statistiques, de méthode numérique, en fait. Plusieurs notions de domaines connexes. Ça peut arriver et il faudrait savoir comment procéder. Déjà pour le choix des méthodes, je vous laisse le soin de vous documenter sur les différentes notions qu'il faut pour aborder un problème, puisqu'on suppose que normalement, en quatrième année déjà, vous devez savoir, lorsque vous lisez un problème posé, vous devez être en mesure de dégager les différentes notions appelées dans ce problème. Ici, il sera juste question de voir comment est-ce qu'on les implémente, de partir du problème posé pour proposer un module d'application. Donc, sans trop tarder, je vais directement rentrer dans la fenêtre de commande pour vous dire que il y a deux façons de concevoir une application type interface sur MATLAB. La première façon, c'est d'utiliser l'outil d'assistance pour la conception des fenêtres GUI ou bien GUI. Bon, de comment chacun prononce. Moi, je vais dire GUI. Donc, j'ai GUI. Ok. L'outil en question, c'est Guide. Sur MATLAB, à la fenêtre de commande, vous tapez Guide et il va vous afficher l'assistant de conception. Je vais choisir ici par exemple Blind GUI. C'est quand vous dit un interface vide. Ici, GUI controls, c'est des templates prédéfinis dans des squelettes d'interface prédéfinis que vous utilisez pour réaliser vos travaux. With Axis avec un axe, with Modal Dialog Box avec une boîte de dialog. Bon, je vais prendre le fenêtre vide. Et lorsqu'on a choisi, il nous ouvre l'assistant de conception de l'interface. Vous voyez, c'est assez simple. Il suffit juste maintenant de disposer les objets sur votre interface. Tout simplement, vous disposez les objets et vous prenez un peu soin du design et tout. Donc, je vais pas vraiment m'attarder sur cette méthode de conception parce que elle ne m'intéresse pas beaucoup. Je préfère bien lorsqu'il faut coder, je préfère lorsque l'interface se conçoit par code. Donc chacun a ses préférences. Lorsque je dispose des objets sur l'interface, j'exécute ici et bon, il va me demander d'enregistrer la figure conçue. Je sais pas une figue. Voilà, c'est ça, je vais appeler ça peut-être test cleaning. Et voilà, test, je reviens ici. Voilà, j'ai enregistré. Une fois qu'il a enregistré, il va exécuter le code pour afficher l'interface que je viens de concevoir. Alors voilà l'interface. Voilà tout bêtement ce que je viens de créer. Mais comme je disais tantôt, cette méthode, je ne l'apprécie pas beaucoup parce que pour certains travaux, vous allez peut-être avoir besoin de faire disparaître, apparaître à certains moments certains objets sur votre interface. Et du coup, je préfère bien lorsque c'est en ligne de code, quoi. Parce qu'en ligne de code, je peux contrôler aisément le dynamisme de ma fenêtre. Ok, je vais vous montrer donc maintenant comment est-ce que dans un début, vous pouvez utiliser les deux modes. On va travailler ici pour avoir la disposition des objets sur l'écran, c'est-à-dire les différentes positions, et rentrer en ligne de code. Vous voyez, on a besoin de position. Donc, et rentrer en ligne de code maintenant pour créer les objets et les attribuer à une fenêtre principale. Ok. Alors commençons par la première tâche, comme je disais tantôt. Il s'agira de, on va retirer d'abord tout ceci.
n'en avons pas forcément besoin. Et par la suite, disons que dans un début, on va un peu essayer de réduire parce que parfois je ne pense pas qu'on ait besoin d'afficher, ou alors si vous voulez, on peut afficher, pas très nécessaire, disons que c'est vraiment pas très nécessaire. Donc la première chose à faire, c'est de venir ici. Donc je veux une forme qui soit vraiment bien dimensionnée. Ça va être important par la suite. Alors, le problème demande premièrement des valeurs mesurées. Donc, ça veut dire que l'utilisateur devrait être en mesure sur cette interface d'entrer des valeurs d'expérimentation, donc d'entrer ces données d'expérimentation. Pour ce faire, vous devez ajouter à votre interface une zone qu'on appelle très souvent zone de saisie, où l'utilisateur peut entrer les données comme le problème le souhaite, comme il faudrait le faire en fait, n'est-ce pas? Dans ce cas, par exemple, pour chaque valeur de t correspondant à des jours, il y a une valeur de petit t correspondant à une teneur mesurée, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire, tout simplement, nous allons prendre cet outil, premièrement, sélectionner cet outil, venir ici, par exemple. Nous allons laisser ça ici, et à cet endroit, observez bien comment est-ce que je modifie les propriétés ou bien les attributs de cet outil, de cet objet. Ok, c'est important. Alors pour modifier par exemple le texte qui est à l'intérieur, le texte c'est static test, je cherche la propriété string. La voici. Et je viens modifier ce qui est ici. Alors à la place de string, dans static test, je vais mettre t entre parenthèses jour. Pour dire que ce libellé correspond à... Voilà, ça modifie directement là-bas. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, c'est tout pour le moment. Je peux directement à partir d'ici faire CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Vous voyez, il a dupliqué. Comme vous pouvez le constater, il a dupliqué notre objet. Et maintenant, je vais modifier aussi celui-ci. L'autre step T pour les jours, celui-ci sera TI en pourcent pour les itinéraires. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, on va mettre petit t maintenant ici et on met 1%, ce sont les itinéraires. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais choisir maintenant des zones d'édition et des zones de saisie que je vais ajouter à l'écran. Je vais mettre la première zone ici. Alors j'aime quand c'est souvent bien. Il y a un outil pour attribuer une dimension au deux. Et ici aussi, je vais d'abord copier ceci, puis coller. Pour copier, CTRL-C pour coller, CTRL-V. Et là, je peux le déplacer pour le mettre ici. Et maintenant, voyons un peu comment est-ce que l'on aligne par exemple ces deux. Voici l'outil qui nous permet d'aligner. Je peux utiliser ça et maintenant ici, il y a différents modèles. Lorsque je suis ici, c'est l'alignement vertical, c'est horizontal et ici c'est vertical. Donc, ici on aligne suivant cette direction et ici on aligne suivant cette direction. Donc je sais pas horizontal ici pour dire que on aligne suivant cette direction et ici vertical vous dit qu'on aligne suivant cette direction. Bon c'est simple, par exemple je fais ça. Ok, parce que j'ai fait ici apply, vous voyez il a aligné suivant cette direction les deux. Je peux faire la même chose ici, je sélectionne les deux et puis je clique là, apply. Il les a alignés. Bon, c'est vrai que là-bas j'avais déjà fait ça manuellement, donc c'est pour ça que ça n'a pas vraiment changé. Donc, ensuite, je peux augmenter la taille. En fait, c'est nécessaire quand même d'augmenter parce que je me dis, bon, l'utilisateur va entrer des valeurs, mais on ne sait pas
On ne connaît pas la grandeur de la valeur qui va entrer. Et si je remettais ceci comme au départ et puis j'alignais comme avec l'autre. Ok, là je sélectionne ceci et puis je clique sur Apply. Ok, là on voit ici. C'est un peu il a aligné. Ok. Bon, une fois qu'il entre une valeur ici correspondant à. Bon, avant de passer, revenons voir ici. Initialement, par exemple, on n'a pas envie de voir le texte qui est ici à l'intérieur. Donc, je vais revenir encore ici dans string et je vais retirer. Je peux laisser ça vide carrément. Disons que moi, ça me pose pas de problème que ce soit vide comme ça. C'est pas. Même chose ici, je vais laisser ça vide. Donc, je vais retirer les valeurs par défaut qui sont à l'intérieur. Et puis, quand il est vide, maintenant, je peux faire ce que je veux. Bah. Par la suite, lorsqu'il a entré une valeur ici et une valeur ici, on aimerait qu'il puisse ajouter une nouvelle valeur entrée dans ce que nous allons appeler plus tard, peut-être, la base de données. Donc, je peux essayer de créer un bouton. Ça, c'est un bouton, en fait. Le bouton, sa fonctionnalité principale, c'est permettre à l'utilisateur d'exécuter un bout de code, si vous voulez, de façon simple. Il y a une instruction qu'il faut passer à l'application et puis vous greffez ça sur le bouton pour que lorsque l'utilisateur clique dessus, la fonction devant s'exécuter s'enclenche quoi. Et ça s'enclenche en back-end, c'est-à-dire en arrière-plan de l'application. Ici, c'est ça l'avantage de la programmation interface, c'est que l'utilisateur ne contrôle pas le code qui est derrière. Lui, il n'a pas besoin d'être un expert du code. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il entre les données. Et puis, les opérations de calcul s'effectuent, tout simplement. D'accord. Ok. On est en train de se balader dans les différentes propriétés d'un objet. Et ici, on est sur la liste des propriétés de la fenêtre principale. Alors, bon, non, ici, c'est, je pense, une étiquette là. Je vais d'abord fermer ça et revenir ici. Voilà, c'était cette étiquette-ci. Bon, je sais que ça semble un peu, disons, qu'il paraît qu'on a sauté quelques étapes, mais en vérité, on n'a pas sauté d'étapes. Puisque on s'est arrêté sur cette forme-ci, il n'y a que cet élément-ci qui a été ajouté. Comment est-ce que j'ai changé la couleur de fond d'écran? Tout simplement, je double-clique sur une case vide de l'arrière-plan et je vais modifier la propriété color. En choisissant une couleur ici, j'ai défini, vous voyez, ça modifie directement le fond d'écran là-bas. Donc là, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Vous allez définir une couleur en fonction de vos préférences. Mais je vous conseille de définir une couleur qui ne soit pas forte parce que si l'utilisateur doit travailler pendant longtemps sur votre application, il ne faudrait pas que, après un certain nombre de temps, qu'il ait des problèmes comme peut-être les yeux qui font mal. Si, tout comme moi par exemple, il y a des problèmes de photokératite, il ne pourra pas travailler très longtemps avec votre application. C'est l'une des raisons pour laquelle la majeure partie des programmes que j'utilise, je prends la peine de voir s'il y a possibilité de changer le thème de l'arrière-plan. S'il y a possibilité de prendre un thème sombre, ça m'arrangerait parce que les thèmes qui ont des couleurs vives, ça fatigue les yeux. Donc c'est un aspect très important à prendre en compte lorsque l'on travaille sur le développement d'une application type interface. Okay. Donc je vais reprendre ma couleur de tout à l'heure. Elle est assez sombre et bon, j'ai une préférence particulière pour ce type de vert. Alors, pourquoi elle n'est pas comme ok, voilà. Tout à l'heure, c'était ça. Alors là, j'ai changé la couleur de l'arrière-plan. Et je peux changer bien d'autres propriétés ici. Mais pour le moment, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Parce que on va voir comment changer tout ça en ligne de code. Ok. Bon, c'est juste parce que, comme je vous ai dit, j'aime travailler sur une plateforme qui n'est pas très vive de couleurs, en fait. C'est vrai qu'il y a des autres qui ont des couleurs claires, mais si l'arrière-plan déjà est sombre, cette couleur sombre a tendance à aspirer la lumière des autres, ce qui fait que ça réduit un peu
l'intensité lumineuse qui est émise de mon moniteur. Alors, on continue à disposer les outils. Alors ça, c'est toujours un label comme celui-ci ou celui-ci que j'ai ajouté ici. Maintenant, je vais ajouter ce label juste pour, par exemple, mettre un titre qui va être attribué au graphe qui sera tracé ici. Et ce titre, je vais dire qui est peut-être, c'est pas vraiment important de mettre le titre, hein. Tout ce qui est vraiment important ici, c'est les positions, parce que vrai, pour dire vrai, ce n'est que les positions qui nous intéressent lorsqu'on travaille avec le guide. Donc je vais quand même mettre décroissance exponential decrease, je crois que c'est ça en anglais. Bon bref, x avec un point deck of grid, ceux qui sont les as en anglais là. Allez mettre la bonne expression. Moi, je fais mon petit anglais que je maîtrise là. Ne me permet pas de, pour l'instant en tout cas, je pense quand même que c'est ça, mais j'ai oublié. Pour éviter d'écrire ce qui est bizarre, donc je mets juste ça comme ça. Alors jusqu'ici, je pense que c'est bon. On a cette zone de texte, cette zone de texte. Bon, si on exécute, vous verrez que ici je peux saisir du texte. Ici aussi, je peux saisir du texte. Là, c'est un bouton que je donne au moment de cliquer pour ajouter une nouvelle valeur ici. Là aussi, c'est un bouton que je donne au moment de cliquer pour tracer un graphe ici. Et peut-être maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est, disons, pourquoi pas une autre zone où on peut afficher le résultat de l'opération, quoi. Donc, savoir, comme l'exercice demandait, quelle est la durée de décontamination du site. Donc, on va faire ça. Disons qu'on va acheter encore les zones de texte ici. Alors, ça veut dire qu'il va falloir agrandir la taille de l'interface comme ceci. Ouais. Ouais, c'est un exercice qui n'est pas, c'est pas si simple, hein. Ça demande beaucoup de, c'est vrai, beaucoup de créativité aussi, il faut le dire. Ça demande beaucoup de créativité. Parce que si vous n'avez pas l'esprit créatif, vous aurez beau faire une application type interface, si cette interface n'est pas, disons, conviviale, votre application ne sera pas beaucoup utilisée. Et même dans le domaine scientifique, on a l'habitude de dire qu'on veut juste le résultat. À un moment, lorsqu'on travaille beaucoup avec une application, il faudrait quand même qu'elle ait une certaine élégance pour, je sais pas, pour des besoins d'esthétique, quoi. Il faudrait que l'application soit quand même, quand on soit un peu élégante. Donc, ici, on va laisser cette case vide, parce que c'est cette case qui va prendre l'état final du programme que l'on va rédiger. Laissons la case vide dans un départ, ou bien avec un petit message de bienvenue. Donc, disons welcome, welcome, c'est plus fun quand même. Voilà. Donc, avec ceci, je pense qu'on a les outils de base que l'on peut utiliser. Il y a plein d'autres outils en fonction des problèmes, vous verrez. Vous allez vous amuser à voir comment utiliser ces outils. Donc, dans un début, nous, on va juste voir comment on arrive sur cette page ici pour disposer les outils d'utilisation sur l'interface et on note les positions. Et puis, dans la suite du code, on rentre en mode ligne de code et on conçoit l'interface. Ok. Donc, prenez la peine de noter, par exemple, cette fenêtre, les dimensions de cette fenêtre sont notées dans cet espace. Nous allons progressivement prélever ces valeurs. Et vous voyez, lorsque la case de petit message s'ouvre, cette case indique X, Y, la position du premier point tracé. Disons, le premier point d'affichage de l'image, c'est ce point-ci. Il est de coordonnées
520 197. Il est ici. Ok. Le deuxième point, ça c'est en X, pardon. Le deuxième, c'est Y, c'est-à-dire la coordonnée suivant l'axe vertical. Et le troisième, 8, c'est la largeur et 8, c'est la hauteur. Ok. Vous notez ça. En disant par exemple sur votre cahier de charge que l'interface, on appelle ça I1, aura une position equals to 520, 197, 502, 603. Voilà. Deuxième chose, il est important d'identifier chaque objet sur l'interface par un nom, un peu comme on donne des noms à des variables. Très important, pourquoi? Parce que c'est à partir de là qu'on définit, les variables qui seront considérées comme objets que l'on va greffer à notre interface. Vous verrez dans la suite pourquoi est-ce que c'est important. Mais faites cela même si vous ne comprenez pas encore pourquoi. Faites-le. Par exemple, ce label-ci, je vais l'appeler L1, qui sera à la position 50, 563, 52, 15. C'est donné ici. Ensuite, celui-ci, c'est une zone d'édition. Je vais l'appeler E1, qui sera à la position, vous voyez, directement 100, 557, 101, 28. Ensuite, celui-ci, on l'appelle L2. Vous comprenez déjà pourquoi c'est L2, quoi. L2, il sera à la position 200. Ouais, c'est ça. 564, 52, 52 et 14. Ensuite, celui-ci, c'est E2. Et on dit qu'on prend E2 pour qu'il reste à la position 250. Pourquoi 250 E2? Disons 250. Ah oui, parce qu'on est en train d'évoluer suivant les X. 557, 101. Un peu comme E1 quoi. Et 27. Bon, je pense qu'ici ça doit être numéro aussi. Mettons 27 parce que on a déjà l'aperçu. Et ça, c'est le premier bouton. On va l'appeler B1. Et on va aussi donner sa position. Tout ceci, on le reporte dans un semblant de cahier de charge. Parce que vraiment, c'est pas ce que. Dans le jargon, c'est pas ce à quoi vraiment correspond un cahier de charge. Un cahier de charge, c'est un cahier dans lequel on a reporté les spécificités de l'analyse du problème, qui va être, disons, l'analyse du projet, ou bien l'analyse du progiciel. Là. On parle de progiciel lorsque c'est un projet qui consiste à concevoir et réaliser un logiciel. On appelle ça très souvent progiciel dans le jargon. Ça, c'est un tableau dont je vais l'appeler T1, que je vais mettre à la position 50, 405, 401, 150. Et je vais faire la même chose pour les autres, n'est-ce pas? Et quand j'aurai fini, je vais prendre ces différentes valeurs d'opposition et je vais les utiliser dans la fenêtre d'édition je vais prendre ces différentes valeurs, je vais les utiliser dans la fenêtre d'édition de la commande. Ok. Donc ici c'était la première partie. Donnons rendez-vous dans la suite maintenant pour la création de notre interface en ligne de code. Voilà.